Bonjour mes chers compatriotes congolais. Je fais cette analyse afin de faire le lien entre l'actualité mondiale et la situation du Congo, Kinshasa. Nous avons tous appris avec beaucoup de frustration que le président Tshisekedi a refusé de se rendre au sommet des BRICS qui s'est tenu à Kazan, une ville de la Russie. Donc il y a eu ce grand sommet des pays des BRICS en Russie, où il était question de renforcer les liens entre les pays des BRICS et aussi d'étudier les dossiers de, de tous les candidats, c'est-à-dire les pays qui souhaitent entrer dans les BRICS. Euh, c'est triste de constater que Tshisekedi ne s'est pas rendu en Russie, tandis qu'il était très attendu. Il avait reçu l'invitation comme beaucoup de présidents du monde, et en particulier les dirigeants africains avaient reçu l'invitation de la part des BRICS avec Poutine lui-même en tête. Voilà, donc le sommet s'est tenu. Je pense qu'il s'est bien passé. Mais le grand absent, c'est encore une fois Tshisekedi. Et pourtant, il n'y a pas longtemps, Tshisekedi était à Paris dans le cadre du sommet de la francophonie. Donc quelque chose qui ne servait strictement à rien. On a vu Tshisekedi avec quelques membres de son gouvernement, notamment la ministre de la francophonie, se précipiter à Paris, voilà, pour prendre part à ce sommet. Et on a vu comment Tshisekedi s'est fait humilier par le minable président français Emmanuel Macron, et au point que Tshisekedi était contraint de rentrer à Kinshasa, donc d'écourter son séjour à Paris. Parce que entre-temps, les Congolais et même la plupart des Africains se sont indignés sur les réseaux sociaux du fait que Macron a humilié Tshisekedi. Donc, Tshisekedi, ayant pris connaissance de la grogne africaine, a été quelque part obligé de rentrer à Kinshasa précipitamment. Et maintenant qu'il y a un sommet important, parce que les pays des BRICS, ce sont la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil. Et aujourd'hui, il y a bien plus de pays encore parce qu'il y a des pays qui sont observateurs, donc qui vont bientôt rejoindre les BRICS. Leurs dossiers sont en cours d'étude. Voilà, ce n'est plus qu'une question de temps. Parce qu'il faut passer par un certain nombre d'étapes avant d'être membre permanent des BRICS. Tshisekedi aurait pu profiter euh, du contexte actuel qui est plutôt défavorable euh, à l'Occident et favorable au Sud global. Parce que les pays du Sud sont en train de se développer, en train d'émerger. Nous avons les pays comme l'Indonésie qui sont des puissances mondiales, des puissances économiques. La Malaisie, pareil. Donc il y a plein de pays qui sont en train de monter en puissance et qui s'affirment aujourd'hui sur le plan économique et même militaire. Nous avons aussi l'exemple de l'Iran qui a rejoint les BRICS et qui est une puissance militaire, tout comme c'est un pays qui est en plein essor économique. Donc c'est un contexte qui est tout à fait favorable au Sud global, comme on appelle l'ensemble de ces pays, donc pour différencier avec les pays de l'Occident, qui eux sont plutôt en déclin, que ce soit la France, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, tous ces pays sont en déclin. Mais c'est triste de constater que Tshisekedi ne s'est pas rendu en Russie, à Kazan, pour des raisons que nous ignorons, tandis qu'il avait tout à gagner en allant en Russie. Pourquoi j'insiste sur le fait qu'il avait tout à gagner? Bien évidemment, parce que la Russie est la première puissance militaire du monde. C'est la Russie qui a l'armée la plus puissante et qui produit les armes les plus sophistiquées. Nous voyons clairement de la guerre en Ukraine que tout l'Occident qui s'est ligué contre la Russie, donc qui envoie des armes, qui envoie même des experts, des militaires sur le terrain pour aider l'Ukraine,
ne parviennent pas à prendre le dessus sur la Russie. C'est toujours la Russie qui domine et qui a déjà occupé pas mal de portions du territoire ukrainien grâce à son armée puissante et à ses armes sophistiquées. Nous avons également vu la Russie à l'œuvre sur plusieurs champs de bataille en Afrique. Je pense notamment aux pays du Sahel, donc le Mali, le Burkina Faso, le Niger, qui ont dû faire appel à la Russie pour reprendre le contrôle de la situation. C'était des pays qui étaient occupés en grande partie par des forces terroristes et des forces rebelles, de sorte que le gouvernement se retrouvait à contrôler qu'une partie du territoire. C'était le cas au Mali ainsi qu'au Burkina Faso. Mais quand les dirigeants de ces pays respectifs ont sollicité la Russie, donc, Poutine n'a pas hésité à envoyer des armes sophistiquées au Mali, au Burkina Faso et au Niger pour que ces pays luttent contre le terrorisme. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le Sahel, les pays du Sahel qui contrôlent la situation, bien qu'il y ait encore quelques poches de résistance terroriste, parce que les terroristes viennent aussi des pays voisins, comme la Côte d'Ivoire pour attaquer le Burkina Faso, ou comme l'Algérie pour attaquer le Mali. Mais la situation est sous contrôle, donc il y a de plus en plus de terroristes qui se font neutraliser. Et, les attaques terroristes font beaucoup moins de victimes qu'avant et la plupart du temps, les militaires arrivent à les anticiper, donc c'est-à-dire à neutraliser les terroristes avant qu'ils passent à l'acte. Voilà, donc ce qui réduit considérablement le risque qu'il y ait des attaques terroristes, des attaques barbares qui tuent des populations civiles. Voilà un peu c'est le contour de ce que représente la Russie aujourd'hui. Qui sait que dit, en refusant de se rendre en Russie, il manque une opportunité de nouer un partenariat militaire avec la Russie, tout simplement. Donc, avec les pays de BRICS au sens large. Parce qu'il y a aussi la Chine qui est une grande puissance militaire, mais qui est surtout une puissance économique parce que c'est le pays euh, le plus développé aujourd'hui. Voilà. C'est le pays qui a la plus grande économie à l'heure actuelle et qui a dépassé les États-Unis. Donc, Tshisekedi avait tout à gagner en se rendant en Russie, à la fois sur le plan économique, sur le plan militaire, et aussi en termes de recherche de la souveraineté. Parce que les pays de BRICS ont toujours mis l'accent sur la souveraineté des pays, ce qui manque aujourd'hui à la RDC. Donc c'est dommage de voir Tshisekedi continuer à se comporter comme un lâche, comme un guignol, parce que il paraît évident que Tshisekedi a peur de l'Occident collectif. Ce sont les États-Unis qui ont exigé à Tshisekedi de ne pas mettre pied en Russie. Donc, c'est pourquoi jusqu'à maintenant, on n'a pas vu Tshisekedi aller en Russie, malgré la promesse qu'il avait dû faire il y a quelques temps. Nous avons vu son interview dans laquelle il promettait de se rendre en Russie. Je ne sais plus à quelle occasion, mais il avait promis qu'il irait là-bas. Mais jusqu'à maintenant, nous n'avons rien vu. Et l'opportunité s'est présentée à lui avec le sommet des BRICS à Kazan. Et Tshisekedi a répondu absent. C'est triste à dire parce que entre-temps, ce sont des pauvres Congolais qui continuent à mourir à l'est du Congo. Et il y a des terroristes rwandais qui continuent à occuper nos terres. Heureusement que nous avons encore nos braves Ouazalendo sur qui nous pouvons compter parce que eux au moins ils résistent de toutes leurs forces et ce sont eux qui récupèrent quelques territoires autrefois sous l'emprise des Rwandais et de leurs alliés terroristes. Mais de l'autre côté, nous avons l'armée congolaise qui continue à observer un cessez-le-feu qui ne sert à rien puisque les terroristes rwandais continuent de mener des assauts euh, dans nos villages à l'est et dans d'autres villes. Aujourd'hui, on dit même que la ville de Goma est quasiment encerclée parce que les terroristes veulent maintenant occuper Goma, qui est une grande ville du Congo et qui est très stratégique. Et malgré la gravité de la situation, Tshisekedi continue à se comporter comme un plaisantin en refusant de se rendre à un sommet qui aurait pu
lui permettre de décompter la situation, de trouver les solutions au terrorisme à l'est du Congo et de poser les actes qui vont permettre de mettre un terme définitif à ce terrorisme. Si Tshisekedi était parti à ce sommet à Kazan, il aurait pu nouer un partenariat militaire avec la Russie, par exemple, de manière à ce que la Russie puisse équiper l'armée congolaise et peut-être même envoyer des experts militaires sur le terrain pour apporter une aide directe, un soutien direct à l'armée congolaise et aux Wazalendo. Donc, on est en droit de se poser la question de savoir pourquoi Tshisekedi ne s'est pas rendu à ce sommet qui aurait pu vraiment apporter des solutions, où il aurait pu bénéficier de l'aide de la Russie. C'est triste à dire, mais moi j'ai toujours dit que Tshisekedi n'est pas l'homme de la situation. Euh, il y a quelque temps, je vais commencer à lui accorder un peu de crédit. J'ai voulu voir un peu jusqu'où il irait, s'il pourrait retourner sa veste, s'il pourrait commencer à faire quelque chose de positif pour les Congolais, afin de mettre un terme au terrorisme. Parce que quand il s'est rendu, par exemple, en Chine dernièrement, c'était une bonne nouvelle. Moi-même, je l'ai souligné. Et j'ai beaucoup apprécié ce voyage en Chine. Et je l'ai rappelé dans l'une de mes interventions où j'ai clairement salué cette démarche de Tshisekedi de se rendre en Chine pour aller signer des partenariats économiques. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a eu un sommet plus important, donc celui des BRICS, qui regroupe justement la Russie, la Chine et d'autres pays puissants du Sud. Mais Tshisekedi ne s'y est pas rendu, il a répondu absent. Je rappelle aussi que la Russie a déjà manifesté sa volonté d'aider le Congo à résoudre la crise sécuritaire. La Russie l'a déjà dit. Je crois que c'est l'ambassadeur de la Russie au Congo qui a dû se rendre à l'Est il y a quelques mois pour mesurer la situation directement sur le terrain. Et à ce moment-là, il a rappelé encore une fois au gouvernement congolais que la Russie était disposée à aider le Congo à retrouver la sécurité à l'Est. Aussi simple que cela. Mais Tshisekedi n'a pas réagi. Et, il est resté passif. Il n'a pas euh, saisi l'opportunité qui s'offrait à lui. Et aujourd'hui, il a manqué une autre opportunité, celle d'aller au sommet de Kazan. Parce que plus le temps passe, et, plus la situation à l'est du Congo devient critique. Donc on ne peut pas continuer à tolérer un Tshisekedi qui se comporte comme un guignol, qui ne montre aucune volonté de mettre un terme au terrorisme à l'est du Congo, qui continue à se soumettre aux Occidentaux, c'est-à-dire les États-Unis, la France, l'Angleterre, la Belgique, qui imposent de cesser le feu au Congo pendant que les Rwandais continuent de nous attaquer. La frontière avec le Rwanda est toujours ouverte, de sorte que les terroristes mènent des incursions très facilement sur le territoire congolais. Et c'est une fois qu'ils sont sur place qu'il y a les Ouazalondais qui essaient de les endiguer, essaient de résister, essaient de défendre les territoires. Mais c'est très difficile parce que nous avons des militaires congolais qui respectent des cessez-le-feu ridicules. On ne peut pas continuer à tolérer une telle situation. Parce que c'est le Congo qui risque d'être envahi, d'être balkanisé. Nous risquons de perdre la partie est du Congo. Et ne pensez pas que la guerre va s'arrêter à ce moment-là. Parce que ces gens-là sont insatiables. Donc ils vont toujours chercher un moyen d'occuper d'autres portions du territoire congolais jusqu'à ce qu'ils vont carrément prendre la ville de Kinshasa. Parce que leur but, c'est vraiment d'occuper tout le Congo, d'avoir un contrôle total du territoire congolais. Donc la première étape consiste à balkaniser, mais par la suite, ils vont faire en sorte que les Congolais deviennent comme des étrangers dans leur propre pays. Parce que les lois seront dictées par les terroristes rwandais, eux-mêmes parrainés par les Occidentaux, qui vont passer par eux pour piller les richesses du Congo. Ils le font déjà un peu aujourd'hui dans les territoires qu'ils occupent, hein. Quand on parle du pillage des ressources à l'est du Congo, ce sont des zones qui sont sous le contrôle des Rwandais principalement.
Il y a un pillage qui s'effectue là-bas et le gouvernement congolais n'a aucun contrôle de la situation. Mais aujourd'hui, nous voyons un Tshisekedi qui continue à jouer le mauvais jeu des Occidentaux. Donc c'est clairement lui qui ne veut pas prendre les mesures qui s'imposent. On se demande encore pourquoi la frontière avec le Rwanda est ouverte, pourquoi il n'y a pas de véritable contrôle pour empêcher les terroristes de faire des incursions sur le sol congolais, pourquoi Tshisekedi n'a toujours pas trouvé de vrai partenaire. Là, il a manqué une opportunité de se rendre en Russie. Il n'a toujours pas de partenaire pour équiper l'armée congolaise et les Wazalendo. Donc en réalité, il n'est pas en capacité de mener la guerre contre les terroristes rwandais. C'est parce que lui-même ne veut pas prendre les mesures qui s'imposent. Les mesures, je viens de les citer. Donc ne pensez pas que Tshisekedi va résoudre la situation. Non. Tshisekedi est un traître, est un incompétent. Lui et son gouvernement, ce sont des traîtres. Et on peut aller plus loin en incluant également l'opposition congolaise. Tous les hommes politiques, les Katumbi, les Fayoulou, les docteurs Mukenge, ce sont des incompétents. Ce sont des minables, ce sont des personnes corrompues qui travaillent aussi pour l'Occident. Or, c'est bel et bien l'Occident qui soutient les terroristes rwandais. On comprend mieux pourquoi la situation continue à empirer, puisque la plupart des acteurs politiques du Congo sont des personnes corrompues, sont des lâches ou des incompétents, voire même des traîtres. Comment voulez-vous qu'avec une telle classe politique, on puisse retrouver la paix à l'est du Congo? C'est impossible. Peut-être qu'il y a des hommes politiques intègres, mais ils sont dans le silence, ils ne sont pas connus du grand public. En tout cas, tous ceux qui sont connus, tous ceux qui sont célèbres, sont des incompétents, des traîtres, des minables, des lâches. Voilà un peu la situation du Congo. Et j'en appelle encore une fois à la responsabilité du peuple congolais. Il est l'heure d'ouvrir les yeux. Je viens de vous démontrer par A plus B que nous ne pouvons pas compter sur Tshisekedi et son gouvernement, ni même sur les opposants politiques que vous connaissez tous, qui sont très très célèbres. Donc il faut que les Congolais prennent leurs responsabilités en faisant pression sur ce gouvernement. Il faut cesser avec ces tendances de trop se focaliser sur les divertissements, sur les questions diverses, sur des choses qui sont sans importance. Voilà. Comment se fait-il que le pays est en guerre, mais les populations de Kinshasa passent leur temps dans des concerts, dans des lieux de fête, euh, au stade des martyrs. En tout cas, ils font tout le contraire de ce qu'il faut faire en tant que patriote pour sauver, pour libérer la nation. Et c'est triste à dire. Et aujourd'hui, il faut que le peuple congolais prenne ses responsabilités. Moi, je parle notamment des Quinois, parce que c'est à Kinshasa que se trouvent les institutions politiques. C'est à Kinshasa que se trouvent toutes les grandes administrations du pays. Voilà. Donc il faut que les Quinois prennent leurs responsabilités en faisant vraiment beaucoup de pression sur le gouvernement congolais. Donc quand je parle de faire pression, c'est prendre la rue, faire des manifestations pacifiques, vraiment être extrêmement nombreux, comme lorsque vous vous rendez au stade des martyrs. Donc il faut faire pareil maintenant dans les rues de Kinshasa pour exiger au gouvernement de prendre les mesures qui vont permettre au Congo de retrouver la paix à l'Est. Parmi ces mesures, il y a la fermeture de la frontière avec le Rwanda, l'Ouganda. Il y a aussi le partenariat militaire avec la Russie. Et il y a aussi des manifestations qu'on peut faire au niveau des ambassades des pays occidentaux, notamment les États-Unis. Il faut qu'il y ait une foule de personnes devant ces ambassades, devant l'ambassade des États-Unis à Kinshasa, pour exiger aux Américains et à tous les Occidentaux de cesser de soutenir les terroristes rwandais et leurs alliés. Voilà, parce que cette guerre-là est partie du fait que les Occidentaux soutiennent les terroristes
dans la déstabilisation de l'Est du Congo. Donc il faut aussi faire pression sur ces gens-là afin de les exposer à la vue de tous. Parce que ce sera des manifestations filmées, donc qui vont exposer devant le monde entier l'ambassade des États-Unis qui se trouve à Kinshasa. Mais vraiment, la première des mesures, c'est le partenariat militaire avec la Russie. Il faut que l'armée congolaise soit équipée convenablement. Il faut que l'armée congolaise mène la guerre. On ne peut pas continuer à tolérer des situations d'observation de cessez-le-feu là où des terroristes rwandais nous attaquent. Mais attendez, Tshisekedi est un guignol en fait. C'est un lâche, c'est un incompétent, lui et tout son gouvernement. Je ne sais pas si dans son gouvernement il y a des gens sérieux. Peut-être le ministre de la Justice qui essaie de faire les choses proprement, mais peut-être aussi qu'il est très limité à son échelle. Mais il faut que les Congolais prennent leurs responsabilités. Avec la classe politique du pays, euh, on ne peut pas se permettre de rester passif, de rester les bras croisés pendant que l'Est du Congo se fait occuper. On ne peut pas remettre toute la responsabilité sur la classe politique congolaise. On ne peut pas compter sur ces gens-là. Parce que moi, je vous l'ai dit, ce sont des lâches, des incompétents, euh, voire même des traîtres. Donc, on ne peut pas compter sur une telle classe politique. Il faut que les Congolais commencent à faire pression. Voilà. Pour moi, c'est la seule façon de libérer le Congo. Ne venez pas me parler de Fatih Béton. Fatih n'est pas béton. Fatih Aza Potopoto. Je répète, Fatih Aza Béton T, Fatih Aza Potopoto. Voilà. On ne soutient pas des gens par fanatisme. On soutient des gens par rapport aux actes qu'ils posent. Quand c'est en politique, c'est par rapport aux mesures qu'ils vont prendre, par rapport à leur pensée politique, par rapport à leur stratégie pour le bien de la nation. Mais Tshisekedi n'a aucune stratégie pour l'intérêt du Congo. Tout ce qu'il fait, c'est se soumettre à ses maîtres occidentaux. Parce que quand on lui demande d'aller en Russie, les Occidentaux vont refuser et donc Tshisekedi ne va pas le faire. Parce qu'il va obéir à ses maîtres. C'est tout le temps ce qui se passe. À l'est du Congo, quand il faut mener la guerre contre les terroristes, ce sont les Occidentaux qui demandent à Tshisekedi de respecter le cessez-le-feu. Et c'est en cela que les terroristes continuent à prospérer. Heureusement que nous avons encore les Wazalendo. Mais jusqu'à quand cette situation va durer? Jusqu'à quand? Il faut que les Congolais se réveillent une bonne fois pour toutes et prennent leurs responsabilités en travers des manifestations pacifiques où nous allons exiger au gouvernement de nouer un partenariat militaire avec la Russie, de fermer la frontière avec le Rwanda et l'Ouganda. Et voilà, des mesures simples qui peuvent être prises dès maintenant pour mettre un terme définitif au terrorisme à l'est du Congo.